Nous voici de retour concernant notre podcast. Donc, nous parlions actuellement donc de la situation de Bordeaux par rapport à l'éventuelle montée en Ligue 1. Oui, donc comme nous disions, ouais, la Ligue 2 est une affaire de série. Là, actuellement, Bordeaux est à 22 points. La dernière place qualificative pour l'accession en Ligue 1 est détenue actuellement par Pau, 31 points, 9 points de différence. Rien n'est impossible, hein. Bordeaux est un peu à la croisée des chemins. Ils sont certes plus proches de la zone de relégation que de la zone de promotion, mais tout est possible. Donc, à voir ce que cela peut donner, hein. À voir éventuellement ce que cela peut donner. Dans les autres matchs durant cette journée, il y a Angers qui a fait le minimum syndical, mais qui est une victoire tout de même très importante, qui a gagné contre Guingamp 1-0. Ajaccio qui gagne contre Valenciennes 2-1. Amiens qui fait match nul contre Caen, match de milieu de tableau 0-0, hein, deux équipes qui se sont complètement maîtrisées. Annecy qui perd contre Rodez. Rodez. Donc Annecy qui glisse dans la zone de relégation, première équipe relégable. Donc Concarneau qui perd 3-0 contre Grenoble qui maintient sa troisième place, hein, devant Laval à égalité de points, mais qui maintient sa troisième place, qui lui permet de jouer les demi-finales pour l'instant et non pas les quarts de finale pour la promotion. Comme on l'a indiqué, Bordeaux qui gagne contre Dunkerque, Laval qui perd 3-1 contre Auxerre, Laval qui perd un peu de terrain, Auxerre qui se donne un bon bol d'air et qui solidifie sa deuxième place directement qualificative pour la Ligue 2. Paris FC qui lui fait, pour moi, une mauvaise opération en faisant match nul contre Quevilly. Non, oui, c'est ça, c'est Quevilly. Oui, c'est ça. C'est Quevilly contre Quevilly. Qui est pareil, qui aurait pu se rapprocher du moins des places directes d'accession, hein. Avec 29 points, elle était qu'à 2 points de Pau. Malheureusement, c'est 2 points de perdu. Pau qui fait match nul contre 3, du coup. C'est également pas une bonne opération pour eux. Saint-Etienne qui va également s'imposer, mais qui s'impose en se faisant un peu peur, qui menait rapidement 2. Puis en seconde mi-temps a ajouté le troisième but qui menait donc 3-0 avec un match XL de Chambost. De 2 buts et une passe décisive. Mais il y a eu un retour de Bastia qui en 5 minutes a pu mettre 2 buts, qui a failli du moins réussir le hold-up quasi parfait. Mais Saint-Etienne a bien réussi à gagner et a donc terminé sa phase, ces 5 matchs 5 matchs toutes compétitions confondues, du moins sans défaite, et donc renoue avec la victoire contre Bastia, tout simplement. Au classement, cela donne Angers premier et toujours leader avec 40 points d'ailleurs. Angers qui, au niveau extra-sportif de son président, M. Chaban, c'est assez mouvementé, mais apparemment ça ne les empêche pas de performer, donc bravo à l'équipe, hein, puisque d'autres équipes auraient pu être paralysées par le fait qu'au niveau extra-sportif, ça soit compliqué. Bravo aux joueurs qui sont focus et concentrés sur le fait de réaccéder du moins à la Ligue 1. Deuxième, Auxerre avec 38 points. Troisième, Grenoble avec 34 points. Quatrième, Laval avec également le même nombre de points, 34. Cinquième, Pau avec 31 points. Sixième, Ajaccio avec 30 points. Septième, Saint-Etienne avec 28 points. 8, 9, 10, Guingamp, Rodez et Paris FC avec 27 points.
Caen 11e avec 26 points. Amiens 12e avec 25. Bordeaux et Concarneau à égalité de points. 13e et 14e avec 22 points. Bastia 15e avec 21 points. Troyes 16e avec 20 points. Annecy 17e et premier relégable avec 19 points. Quevilly 18e avec 17 points. Dunkerque déjà un peu décroché 19e avec 13 points. Et Valenciennes qui ferme la marche avec 11 petits points. À l'étage d'au-dessus, en Ligue 1, il y a eu du spectacle, des buts, des attaquants qui se rebiffent. Et tout d'abord Lyon qui, mine de rien, enchaîne les bons résultats. 3e victoire d'affilée. Certes, cette 3e victoire-là se fait par un but d'écart de leur attaquant maison, l'inévitable Lacazette, bien évidemment, puisque la lumière ne peut quasiment venir que de lui. Une victoire à 10 contre 11 également pendant une dizaine de minutes. Mais une courte mais précieuse victoire contre Nantes. Victoire qui leur permet de sortir de la zone de relégation, d'être 15e. Et est-ce qu'on peut... Et pour l'instant, donc, le remplacement par Monsieur Sage semble porter ses fruits. Alors, est-ce que Lyon prendra une sage décision de le prolonger au vu des résultats positifs? Je ne sais pas, mais l'adage veut qu'il soit récompensé de la belle tournure que prend Lyon. Et pourquoi pas, même si avec ce qui s'est passé avec la DNCG, le fait que Lyon pourra recruter avec d'autres munitions, ça devrait mieux aller. Mais c'est déjà positif pour eux, hein, pour Lyon du moins, le fait qu'ils arrivent déjà à sortir de la zone de relégation. En plus de cela, Brest qui confirme son excellente saison. Le match de sa jeune carrière, hein, Kamoric Doumbia, qui a marqué ce match de son empreinte. Un triplé express en 7 minutes, ponctué par une fin de mi-temps où il met un quadruplé en 25 minutes, exceptionnel pour un jeune de 20 ans. Brest qui menait 4-0 à la mi-temps. Doumbia qui sort à 66e minute, hein, sous les applaudissements bien sûr du stade. Mais rien à redire. Performance XXL. L'un des joueurs de la journée. Rien à redire tout simplement. Ça a été son match, le match de sa vie. Il met un quadruplé. Chapeau l'artiste, bravo à lui. Et en espérant que, puisqu'il me semble que le Mali, eux, joueront la CAN, si je ne me trompe pas. Le Mali est qualifié pour la CAN, en espérant que donc il puisse éventuellement, puisque sélectionner également avec le Mali, éventuellement qu'il puisse montrer de quoi il est capable durant cette Coupe d'Afrique des Nations qui commencera dans 3 semaines. Mais Brest, qui, à l'instar d'une autre équipe en Serie A, qui est également classée à la même position qu'eux, mais j'en parlerai tout à l'heure, est éclatant, très bien placé, et la bouffée d'air de cette ligue cette année. Rennes, qui gagne contre Clermont, à 11 contre 10 bien sûr. Au moins Rennes sort de sa spirale négative de 4 matchs sans victoire, bien que la défaite contre Villarreal fut cruelle au vu du fait qu'un but n'a pas pu être accepté par une règle qui est pas très connue mais qui est existante. Mais voilà, Rennes qui était dans une spirale négative, et là qui se rassure en gagnant contre Clermont. Malheureusement plus que jamais dernier du classement en Ligue 1,
mais Rennes qui se replace tout doucement au classement. Si ce n'est pas encore parfait, pas encore au niveau de ce qu'on peut attendre de cette équipe-là, mais au moins là ils arrivent à remonter la pente. Marseille qui souffle le chaud et le froid, surtout à l'extérieur où c'est encore un peu compliqué, où l'OM perd beaucoup de points. Malheureusement, là où à domicile elle est quasiment intraitable avec 20 points pris en 8 matchs, on fait le calcul, 20 points pris sur 21 possibles, 8 matchs, 8 x 3 égale à 24, pardon, excusez-moi. 8 x 3, 24. Non. Oui, c'est ça, 8 x 3, 24, bien sûr. Donc 20 points pris sur 24 possibles. Et à l'extérieur, par contre, c'est très compliqué, où elle est 13e sur 18e, avec 7 points pris en 9 matchs. Là, l'OM fait un énième match nul. Encore une contre-performance. D'autant plus que l'OM ne peut pas se permettre de perdre autant de points, surtout à l'extérieur, parce qu'elle perdra plusieurs joueurs dans quelques semaines, et que le rush du mois de janvier risque d'être compliqué pour l'OM. Ce sera une période où il va falloir qu'elle soit le plus solide possible, parce qu'elle perd plusieurs joueurs très importants, que ce soit Unai, Harit, Mbemba et éventuellement également Ndiaye. C'est des joueurs soit titulaires, soit bénéficiant d'un grand temps de jeu qui risquent de ne pas être là. Donc il va falloir que l'OM soit solide et arrête de perdre autant de points à l'extérieur. Nice qui se replace après sa défaite contre Le Havre en gagnant 2-0 contre Lens. Nice, deuxième meilleure équipe de la Ligue 1 cette année à domicile, qui donc consolide sa place de deuxième au classement. Rien à redire. PSG qui gagne contre Metz. PSG qui a rapidement mené 2-0 à la seconde mi-temps, bien évidemment. Réduction du score de Metz, et Mbappé clôt son année par un doublé. D'ailleurs, le petit frère d'Mbappé, pour entre parenthèses, l'histoire, est rentré également en jeu en fin de match. Mbappé qui marque un doublé pour son anniversaire, avec la victoire également. Bon, rien à redire, tant mieux pour lui, c'est parfait. Un doublé, la victoire, son petit frère rentre en jeu. Un peu surpris d'ailleurs de la performance de Metz pour ce match-là. Ah oui, tu peux éventuellement en dire plus, Jeff? Oui, parce qu'en plus, je l'ai regardé ce match, en plus. Mais, parce que d'habitude, c'est vrai que Metz, quand ça joue contre Paris, bizarrement, ils ont un peu plus, ils ont de l'ego, ils sont orgueilleux. Donc, les matchs sont pas des grosses défaites. Mm-hmm. Mais là, alors déjà, 2-1, c'était cohérent. Le troisième but, bon, c'est vrai que j'ai été un peu méchant sur les premières réactions, mais je sais plus c'est quel joueur, mais je crois que c'était un jeune défenseur, il doit avoir 19-20 ans, je crois, de ce que j'ai entendu, a fait une grosse bourde qui a permis le dernier but, justement, le but du 3-1 de Mbappé. C'était si je dis pas de bêtises, le gardien qui relance le défenseur qui veut repasser au gardien, mais la passe envers le gardien était vraiment mal faite. Mbappé était présent. Mm-hmm. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est de prendre la balle et de la mettre au fond. Il n'a pas fait grand-chose, il l'a juste poussé. J'étais un peu... Je sais pas, j'ai l'impression que d'habitude, Metz contre Paris, enfin contre les grosses équipes en général, mais surtout Paris, d'habitude c'est un peu plus orgueilleux, c'est un peu plus sportif, mais voilà, quoi, on savait très bien qu'on aurait du mal à avoir le nul. Alors la victoire, j'y comptais même pas, c'était sûr qu'il y avait une grosse différence. J'ai hâte de voir si les rumeurs se font, à savoir le retour du roi Georges, parce que ça pourrait donner un gros coup de boost à cette équipe qui a malgré tout, qui a malgré tout sa chance de faire sa deuxième année consécutive en Ligue 1, ce qui n'était pas arrivé depuis pas mal d'années. C'est vrai que
si Mikotadze arrive à revenir à Metz, ce sera un formidable renfort pour l'effectif. Bon, est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir rester en Ligue 1? Faudra savoir. Faudra savoir si du moins lui il arrive à retrouver directement ses sensations, ou il faudra quelques matchs avant d'eux. Mais sachant qu'il a été titularisé aujourd'hui en plus. Ah. Le joueur est quasiment jamais titularisé. C'est maintenant qu'il y a des rumeurs de son départ que le coach le met titulaire. Par contre, on sait que ce sera un prêt. Enfin, les informations tendent vers un prêt, mais on ne sait pas encore si c'est un prêt sec, si c'est un prêt avec option d'achat. Mm-hmm. On n'a pas d'informations là-dessus. Mais je pense quand même qu'un retour de Mikotadze, même si c'est pas la solution à tous les problèmes, ça peut faire du bien quand même à l'équipe. Surtout que bon, le coach le connaît bien, l'équipe le connaît bien, donc je pense que ce sera pas très difficile pour lui de retrouver les réflexes en attaque. Oui, et surtout ce sera un renfort de poids pour Metz. Totalement. Je ne les vois pas cracher dessus. Ça serait dommage. Toute la ville l'aime, l'équipe l'aime, tous les supporters l'aiment, donc voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal s'il revient. En tout cas, il sera accueilli à bras ouverts. Excellente information par rapport au match contre Metz. Reims également, qui gagne et qui clôt sa spirale de 2 matchs sans victoire. Bon, c'était quand même lancé Nice, pas n'importe qui du moins, mais gagne contre le Havre sur la plus petite des marques. De toute manière, le Havre, comme on l'a dit cette saison, ça ne marque pas beaucoup, mais ça n'encaisse pas beaucoup également. Donc Reims qui se replace au classement, bon, même s'il commence à voir qui se replace bien au classement en passant devant Strasbourg. Et également donc Strasbourg qui gagne contre Lille qui venait de faire match nul sur le gong contre le PSG, et Monaco qui gagne contre Toulouse. C'est cette victoire qui fait en sorte que Lyon sort de la zone de relégation au détriment de Toulouse, tout en sachant que Ben Yedder est rentré, Ben Yedder qui s'est illustré par un doublé sur ce match. Comme je dis, Mbappé qui s'est illustré par un doublé, Doumbia qui s'est illustré par un quadruplé. C'était un peu la revanche un peu des buteurs sur cette... Mofi également qui s'est illustré par un doublé. C'était un peu cette journée-là, la revanche des buteurs maison au niveau de la Ligue 1. Et dans le classement, cela donne un PSG qui est toujours premier avec 40 points, Nice qui suit avec 5 points de retard à 35 points, Paris d'ailleurs meilleure attaque, Nice meilleure défense du championnat au passage, 3e Monaco avec 33 points, 4e Brest avec 31 points, Lille 5e avec 28 points, 6e Marseille avec 27 points, 7e Lens avec 26, Reims suit avec 26 points également, Strasbourg 9e avec 23 points, Rennes, Le Havre 10e et 11e avec 19 points, Montpellier, Nantes 12e et 13e avec 18 points, Metz, Lyon 14e et 15e avec 16 points. Non, il n'y aura plus de 2 équipes ayant le même nombre de points. Toulouse 16e avec 14 points, Lorient 17e avec 12 points et Clermont qui ferme la marche avec 11 points. Assez cocasse quand même qu'en Ligue 1, plusieurs équipes, 2, 4, 6 équipes ont le même nombre de points. Bon, ont le même nombre de points. Voilà. C'est tout concernant donc la Ligue 1 et la Liga qui est également en cours, là où le Real de Madrid par exemple ne gagne pas actuellement contre Alaves, fait match nul 1-1. Cadiz qui a fait match nul contre la Sociedad, Gérone qui a sur le gong fait match nul contre le Betis, Gérone qui menait depuis la fin de la première mi-temps, a pour l'instant 2 points d'avance sur le Real, mais le Real n'a pas fini son match, donc il pourrait éventuellement le passer devant, puisque le Real a gagné contre Gérone. Almeria qui a donné du fil à retordre au FC Barcelone,
D'ailleurs, Xavi s'est fendu apparemment d'un discours pendant la mi-temps très très virulent auprès de certains joueurs, car il n'était pas content du tout de la prestation de ces joueurs, bon, à juste titre, hein, puisque le Barça a gagné, mais très difficilement. Villarreal qui a gagné contre le Celta Vigo, l'Atlético Bilbao qui gagne contre Las Palmas également. Il y a aussi eu, concernant cette journée, le match nul de l'Atlético contre Getafe. Match nul 3-3 avec un doublé de Griezmann. Griezmann qui est à 2 doigts de rentrer complètement dans l'histoire de l'Atlético Madrid. Oui, actuellement, suite à son doublé, il égalise le record de but de Luis Aragonés. Au prochain but, il le dépassera et donc deviendra le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid, du moins. Donc, Grisou, même s'il suit l'Inter, et que le positif serait que tu ne sois pas en forme, on espère quand même que tu marques ce but et que tu passes meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid, hein, tout simplement. C'est tout ce qu'on te souhaite. D'ailleurs, il a révélé au passage qu'apparemment, il a refusé des offres d'Arabie Saoudite parce qu'il avait en tête le fait de potentiellement devenir meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético et que cet objectif-là le tenait très à cœur, et c'est l'une des raisons qui a fait qu'il n'a absolument pas calculé des offres d'Arabie Saoudite ou d'outre-Manche ou quoi que ce soit. C'était que cet accomplissement-là était quelque chose d'important pour lui et donc il fallait qu'il le fasse. Qu'il l'accomplisse, du moins. Eh ben, c'est une très bonne chose pour lui. Et d'ailleurs, l'autre équipe de Madrid, le Real Madrid, vient d'encaisser un carton rouge à l'instant. Exactement, c'est... Je viens de le voir, effectivement, que le Real de Madrid a pris au rouge. C'est Nacho Fernandez. Déjà que le Real de Madrid n'était pas très fourni en termes de défenseurs, étant donné que Alaba est blessé jusqu'à la fin de la saison. Militao ne reviendra pas avant 2024. Et Nacho, oui, et c'est tout, puisqu'ils n'ont que comme véritable défenseur central. Donc c'est assez compliqué à ce niveau-là. Il va falloir recruter cet hiver. Ah, effectivement. Surtout qu'il me semble que Nacho a pris un rouge direct. Rouge direct, qui dit rouge direct veut dire plusieurs matchs de suspension. Bon, après, apparemment, Tchouaméni aurait du risque d'avoir du temps de jeu en tant que défenseur central. Tchouaméni il va jouer à tous les postes. Ouais, effectivement. Bon, après, bientôt, il va faire comme Giroud, il va jouer gardien. Pourquoi pas. Et donc, bon, je ne donnerai pas encore le classement puisque forcément les matchs n'ayant pas tous eu leur conclusion, difficile de donner pour tous. Et donc aussi, également Séville qui se rassure pour une fois en gagnant contre Grenade. Déjà, victoire à l'extérieur déjà de Séville, ce qui est quand même rare ces dernières années. Et Valence qui gagne 1-0 contre le Rayo Vallecano. Séville qui est 15e au classement. 15e au classement et l'une des moins bonnes équipes à l'extérieur avec 6 points pris en 8 matchs. C'est pour ça que j'ai fait cette analogie sur le fait que Séville à l'extérieur c'est assez compliqué. Donc après l'Espagne, il y a eu rapidement 3 matchs de coupe. Liverpool qui n'a fait qu'une bouchée de West Ham en quart de finale de de l'EFL Cup en gagnant 5-1 tout simplement, hein, mené déjà 1-0 à la première mi-temps puis a explosé en deuxième mi-temps West Ham.
victoire nette et sans bavure. Liverpool qui se qualifie pour les demi-finales. Je vais quand même donner les demi-finalistes. Middlesbrough, ça rappellera des souvenirs à certains anciens qui ont suivi la première ligue dans les années 2000. Middlesbrough, Chelsea, Liverpool, Fulham. Ma demi-finale qui auront lieu en tout début du mois de janvier. Donc le match aller aura lieu le 9 janvier et les matchs retour auront lieu le 23 janvier. Et du côté de la Coupe d'Italie, 2 énormes surprises. La première, que Naples se fasse éliminer, et de quelle manière s'est fait éliminer par Frosinone. Bizarrement, ce qui est étrange, c'est que Naples a sombré après l'entrée de ses titulaires, que ce soit Di Lorenzo, Lobotka, Kvara et Osimhen. Je ne sais pas ce qui a provoqué cela, mais c'est à la suite de l'entrée des titulaires habituels que Frosinone s'est déchaîné et a mis d'une part 2 buts en 5 minutes, puis en fin de match a mis 2 buts par Khedira et Haroui, par une passe décisive d'un ancien de la maison, Anthony Apressira, Paul Lirola, un ancien de la maison olympienne du moins, qui est d'ailleurs rentré en jeu en début de seconde mi-temps. Mais défaite très très étonnante de Naples. Je ne les attendais pas se faire battre aussi largement. Ça n'augure pas une... on voit bien que là l'embellie est clairement terminée. L'embellie avec Mazzarri, là va falloir qu'ils se mettent à travailler, d'autant plus qu'ils vont perdre Osimhen et Zambo Anguissa pour plusieurs semaines à cause de la CAN. Et effectivement, oui, Alexis, toi et l'OM, c'est vrai que c'est un peu compliqué en tant que supporter de Bordeaux. Exactement, j'ai ma langue à fourcher. Hein. On a le droit. Nous avons le droit à l'erreur quand même. Et la seconde surprise, c'est l'Inter qui, double tenant du titre, d'ailleurs au passage, qui s'est incliné contre Bologne au bout de la prolongation, avec Lautaro qui rate notamment un penalty, malheureux Lautaro qui va sortir en début de prolongation suite à de la fatigue tout simplement. Un joueur qui symbolise la furie de Bologne, Zirkzee, jeune joueur des Pays-Bas, passé par le Bayern de Munich, très fort. Très belle saison, il est en train de faire une très belle saison. D'ailleurs, Zirkzee qui a également été très bon lors du match nul de Bologne contre l'Inter. Oui, l'une des rares équipes qui a réussi à prendre des points à l'Inter avec Sassuolo et la Juventus de Turin. Très bon dans le match contre Bologne et contre l'Inter du moins en championnat. Et là également, sa rentrée a fait énormément de bien à Bologne. Et voilà, il est l'instigateur de la remontée de Bologne après l'ouverture du score par Carlos Augusto. Objectivement, je ne m'attendais absolument pas à ce que l'Inter se fasse éliminer. Bon, après, à un moment donné, le manque de réalisme se paie totalement. Mais ça confirme juste le travail de Thiago Motta, qui est 4e au classement en Serie A, pardon. Et un coach qui bosse bien, qui a des préceptes de jeu intéressants, qui est beau à voir jouer. Ça donne des résultats quand on le laisse tranquille. Et donc, chapeau l'artiste. C'est un ancien de la maison, donc bon, c'est un peu dommage que ça se retourne contre l'Inter. D'un côté, c'est positif pour les autres équipes, puisque ça ouvre complètement en fait le tableau à la Juve et au Milan AC. Une autoroute pour les deux. Sauf contre-performance des deux, hein. Mais bon, on en a déjà eu deux de contre-performance, celle de Naples et de l'Inter. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'autres. Mais c'est bien pour lui, et puis à voir ce que cela va donner pour les autres matchs. En tout cas, ça a donné la tendance, comme quoi, là, clairement, cette Coupe d'Italie va éventuellement apporter son lot de surprises.
son lot de surprises. Voilà, c'était tout concernant les quelques matchs de coupe de cette semaine, puisqu'il n'y en a pas eu énormément. Hein. Et également Manchester City qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Bon, ça c'était logique, hein, qu'ils allaient se gagner en trottinant, qui jouera contre le club de Marcelo Fluminense. Finale demain à 18h30. Bon, on en parlera bien évidemment, car bon, si City gagne, première fois qu'il gagne la Coupe du Monde des clubs, ça reste quand même historique. Le quintuple, du coup ça ferait 5 titres gagnés en une année, le quintuplé, respectable, bien évidemment. Donc, au-delà des matchs de foot, il y a également eu une information qui est sortie, d'ailleurs tôt ce matin, hein, c'est étrangement une nouvelle comme ça qui sort tôt ce matin. L'un des jugements concernant la Super League européenne, le conflit concernant la Super League et l'UEFA FIFA, il s'avère, parce qu'il faut donner les termes précis, que ce qui a été statué, c'est surtout pas la faisabilité de la Super League, ce n'est pas ça qui a été statué, c'est la position de l'UEFA et de la FIFA par rapport à la Super League. C'est surtout ça qui a été fait. Et ce qui a été dit, c'était que l'UEFA et la FIFA, en tant qu'organes organisateurs de compétition, organes qui collectent des fonds, donc il y a une visée commerciale, et également décideurs de la faisabilité ou non d'une compétition de football, font de l'abus de position dominante par rapport au fait qu'ils sont juges et parties. Juges, auteurs et parties. Juges parce que c'est eux qui peuvent décider, qui aujourd'hui décident et peuvent décider si une compétition de foot peut être faite ou non. Parties parce qu'ils organisent des compétitions, donc ils ont en gros tous les rôles. Grâce à l'organisation, ils captent de l'argent qu'ils distribuent, eux-mêmes font le choix de distribuer un tel pourcentage, et ça c'est au détriment des clubs. Et ensuite, ils décident de savoir si c'était viable ou pas. Donc, ça a été statué sur la première sur la première version de la Super League. Et donc le fait qu'il y a eu des sanctions lancées contre les instigateurs de la Super League sont considérés comme illégales parce que de leur position, l'UEFA et la FIFA, en fait, c'est déloyal dans le sens où ils ne peuvent pas, eux, statuer et en même temps être organisateurs, puisque sinon, forcément, tu vas pas faire en sorte que, de par ta position monopolistique, tu vas faire en sorte que tu sois le seul acteur. Tu es certes le seul acteur, mais tu ne peux pas décider d'être le seul acteur. C'est surtout ça qui a été dit. Tu es seul acteur, d'accord, très bien, parce que pour l'instant c'est comme ça, mais tu n'as pas le droit de juger que tu dois être le seul acteur et que tout acteur, que toute autre entité voulant faire ce que toi tu fais est considéré comme illégal, et que derrière, si des clubs qui sont sous ta coupe, entre parenthèses, décident de vouloir les rejoindre, ils encourent des sanctions. Ça, tu n'as pas le droit de le faire, parce que c'est un abus de position dominante. Est-ce que cela dit que la Super League est viable? Pas encore, parce qu'ils n'ont pas statué là-dessus. Ce n'était pas le sujet du jour lorsqu'il y a eu la décision de justice de la part de la Cour européenne. Néanmoins, on peut facilement imaginer que s'ils arrivent à indiquer que la compétition n'est pas un caractère ultra élitiste, et donc en gros qu'elle permet de pouvoir englober un certain nombre de clubs et faire en sorte que blablabla, là il n'y aurait aucune raison pour que ça ne soit pas viable. Donc d'où le fait que c'est considéré comme étant une victoire, puisque même au-delà du fait que imaginons que la Super League ne se fasse pas, ce qui a été dit, c'est que l'UEFA et la FIFA ne peuvent plus empêcher une compétition de football dissidente. Ça, elle ne peut pas le faire, puisque c'est considéré comme illégal. Et que donc forcément, les menaces des championnats de dire oui, on vous retire et tout, etc., logiquement, elles sont attaquables. Parce qu'elles sont attaquables, et donc, selon dans une juridiction, ça serait
possible de les attaquer en disant oui, mais vous ne pouvez pas nous priver de ça parce qu'on décide de rentrer dans une ligue dissidente. Et donc, voilà, j'ai posé les termes pour qu'il y ait vraiment, en gros, que le contexte soit posé. Ce n'est pas oui, la Super League peut exister, ça a été statué. Non, c'est est-ce que la position, ce qui a été statué, c'est est-ce que la position de la FIFA et de l'UEFA est légale, juste et ont-ils le droit d'avoir cette position-là? Et la réponse concernant cela est non, ils n'ont pas le droit. Et c'est surtout ça, en fait, qu'il faut, à mon sens, hein. Après, bien évidemment, Alexis et Jeff on pourra en discuter, mais je pense, c'est surtout ça l'élément principal, parce que avant cela, personne ne remettait en cause le monopole de la FIFA et de l'UEFA. C'est eux qui organisent les compétitions et puis basta, quoi. S'il y a une répartition qui est faite selon leur volonté, t'es un club, tu t'alignes et tu te tais parce que tu ne peux rien faire. C'est eux qui organisent. Là, aujourd'hui, la Cour européenne dit en fait, si une entité qui X veut créer une compétition de sport, enfin de foot, du coup, ici c'est le foot, rien ne l'en empêche et la FIFA et l'UEFA n'ont pas le droit de les sanctionner parce que c'est contraire c'est contraire aux lois européennes, du moins. Parce oui, que là, sur le monopole justement. C'est ça. Un peu en France comme avec la SNCF par exemple. Exactement. Bien que la SNCF a dû après la SNCF, et encore on peut parler de d'autres entreprises françaises, c'est un peu différent, c'est aussi fait par rapport un peu au désengagement de l'État, ou faire en sorte qu'il y ait du privé public, et il y a eu autre chose, et aussi faire en sorte qu'il n'y ait plus les cheminots, etc. Mais dans l'esprit, oui, c'est ça. Grossièrement, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça, grossièrement, c'est ça, oui. Et du coup, quel est votre avis concernant cela? Parce qu'il y a beaucoup d'avis qui ressortent, comme le fait que d'un côté c'est une victoire pour la Super League, de l'autre que c'est une abomination. Voilà, c'est une abomination pour le football. D'une part, ça va casser en fait l'esprit football et casser l'incertitude concernant le foot. Bien que moi personnellement, l'incertitude, lol. Mais bref, voilà. Que des parcours type Atalanta 2020, Leipzig 2020, Ajax 2019, ça risque de ne plus arriver, que c'est ça qui fait qu'on aime qu'on aime le foot. Moi, je pense autre chose, mais ça, je vais le dire après, quand je prendrai la parole. Mais voilà, c'est globalement, c'est un peu ce qui se dit, les différents sons de cloche et bien évidemment, l'UEFA se dit, bon, bref, c'est nul, ça, vous faites votre compétition à deux, nous, on est prêts, et puis voilà. Donc, quel est votre avis concernant ce verdict-là? Qu'en avez-vous pensé? Alex, tu veux commencer? Vas-y. Moi, personnellement, je peux y aller pour le coup, mais j'ai pas spécialement d'avis. Je suis pas assez calé sur ce truc. Donc voilà, je préfère éviter, je préfère passer mon tour et éviter de dire des choses qui n'auront aucun rapport. Donc voilà, je suis pas assez renseigné sur le sujet, donc je préfère. Pour le coup, je préfère passer mon tour. Moi, j'avoue que dans l'idée, il y a certaines choses qui sont pas mal, mais j'avoue ne pas tout saisir non plus dans les tenants et aboutissants, parce que est-ce que ça veut dire que Milan ne jouera plus le champion, que ce soit Milan ou peu importe l'équipe d'ailleurs, hein. Est-ce que l'équipe, ça veut dire qu'elle sera exclue du championnat national? Est-ce que ça sera joué en plus de la Ligue des Champions ou à la place de la Ligue des Champions? Parce qu'il n'y a pas que le côté financier. C'est le côté financier, évidemment que la Super League est une très bonne idée pour tous les clubs. Ça pourrait permettre à certains clubs, notamment Milan, club de pingre, d'avoir
d'avoir plus de revenus, donc moins d'excuses pour ne pas investir sur le mercato. Mais il faut voir toutes les autres retombées aussi, comme je disais, si c'est à la place de la Serie A, est-ce que c'est à la place de la Ligue des Champions? Alors ça, je peux te donner une petite idée, puisque j'ai quand même, avant de lancer le sujet, j'ai quand même fait en sorte de faire un peu mes devoirs. Alors, Vas-y. concernant le championnat, il y a une accession via le championnat, il y a une accession du moins à la Super League via le championnat. Elle ne vient, alors, ça ne viendrait, le championnat en lui-même, il n'est pas touché. Le championnat a ses journées, etc. Par contre, elle viendrait en concurrence frontale avec la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Ligue des Champions ou Super League. C'est pas c'est pas quelque chose qui vient avec la. Non, c'est clairement pour être en confrontation totale avec la Ligue des Champions. Bah après, il faut voir parce que par rapport faut aussi penser à un point qui peut relativement être impactant au niveau des joueurs et la fatigue. Il y a ça aussi. Oui, c'est vrai. Après, apparemment, ça par contre, ça je peux pas te l'affirmer à 100%, il y aurait moins de matchs avec la Super League que la nouvelle monture de la Ligue des Champions. Ouais. Il y aurait moins de matchs. Dans ce cas-là, pour l'instant, je suis mitigé. Enfin, évidemment, pour moi, c'est une très bonne idée. Mais vu que ça n'a pas encore été fait, il faut voir si le format plaît une fois. Enfin, parce que sur le papier, c'est pas mal. Mais il faut voir après sur entre guillemets, sur nos écrans, voir le résultat de tout ça. Ça peut promettre de très beaux matchs. Ça peut promettre encore une fois des revenus d'argent supérieurs à la Ligue des Champions et donc pour les clubs, ce qui est une très bonne chose pour tous les clubs qui seront invités. Surtout que du coup il y aurait pour l'instant pas de club permanent qui participerait. Ça peut faire des matchs peut-être plus diversifiés. À voir. Ça peut être une bonne idée comme ça peut être un flop total. D'autant plus que on parle de Super League parce que c'est le projet actuel. Mais vu que cette décision, elle parle de quelque chose de global, vu que c'est la Super League qui a initié cela, on parle de Super League. Mais ça veut dire sur le papier que n'importe qui peut s'allier et faire quelque chose, tu vois, quelque chose dans le monde du foot. Après, bien évidemment que un tel projet comme là pour l'instant le projet on va dire bêta de la Super League, Super League 2.0 puisque ça correspond pas à ce qui a été fait en 2021 si je me trompe pas. Celle-ci ça va pas se faire tout de suite, d'autant plus qu'il me semble qu'il y a eu la renégociation il y a très peu de temps pour les droits TV de la C1 jusqu'en 2027 si je dis pas de bêtises, qui ont d'ailleurs augmenté, ce qui fait que la part pour les équipes va encore augmenter. Mais est-ce qu'elle va de manière elle va énormément augmenter puisqu'il y aura plus d'équipes qui vont, il me semble, jouer la C1, plus de matchs, etc. Donc est-ce que l'augmentation elle sera massive? Ça j'en doute fort. Mais ouais, il y a également cela. Parce que le problème c'est que c'est bien, il y aura peut-être plus d'équipes, mais plus d'équipes donc ça veut dire que l'argent il va falloir le diviser en plus d'équipes. Ouais. Donc, proportionnellement, je suis pas certain que l'augmentation soit vraiment significative. En tout cas, peut-être pas assez pour évincer l'idée de la Super League. D'autant plus que pour l'instant, on a que les premiers... Enfin, il y a eu une série de tweets, attention, mais qu'on est au premier jet de la Super League 2.0... Après, il faut voir ce que cela va donner quand concrètement il y a une volonté de mise en œuvre, même si les premiers échos parlent de 2025, ce qui semblerait quand même être assez tôt. Parce que autant oui, il y a des partenaires, et notamment il y a la banque JP Morgan qui est sur le coup. Ouais, JP Morgan, c'est une petite banque, on va dire. Une petite banque. C'est ça. Après il faut voir justement jusqu'où ça peut aller en termes de financement. En premier lieu, il y a également la promesse d'une gratuité des matchs. Bon, on n'est pas bête, on sait que ça va être soit une partie des matchs
qui le seront, ou si c'est gratuit, ça va être pendant un court laps de temps, histoire de capter l'auditeur, enfin le viewer, hein, du moins, enfin, c'est voilà quoi. Après ça c'est des offres commerciales, hein, si y a 3 matchs gratuits et 7 payants et tu payes X somme pour pouvoir le voir, bon, voilà, ça c'est du après, il faut bien qu'ils rentabilisent, oui, après, voilà, hein, il faut bien des revenus d'argent. Donc bon, que ce soit payant, gratuit, semi-gratuit, enfin, ça, moi je pense que s'il y a une gratuité, ce sera temporaire. Bon, après, ça change pas le fait que la Ligue des Champions, pour la regarder en entier, il y a plusieurs diffuseurs aujourd'hui. Là, il y aurait un seul diffuseur concernant la Super League, ce serait une plateforme qui s'appelle, je crois, Unity, quelque chose comme ça, en effet. C'est ça. Mais après, j'ai peur que... Je pense qu'après, il faudrait que les instances puissent statuer, parce que j'ai peur que là, ils ont ouvert la boîte de Pandore, en fait. Ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi dans le monde du foot. Alors... Et j'ai peur que ça a créé trop de problèmes. Alors, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Oui, mais non. Alors oui, parce qu'effectivement, tout acteur privé peut effectivement faire une compétition de foot. Néanmoins, faut encore que tu arrives à convaincre des acteurs de rejoindre ce que tu veux faire. Parce que si tu crées ta compétition de foot et qu'il y a que le club du quartier, alors que toi tu envisageais d'éventuellement amener des gros clubs, ta compétition va faire pchit, tu vois. Est-ce que c'est-à-dire que si le propriétaire de Bordeaux veut s'allier au propriétaire de Nancy, non, pas eux, c'est une mauvaise idée. Pardon, c'était une petite balle perdue. Mais oui, partons de ce principe-là, oui. Il veut s'allier à un autre président, je sais pas, le président de Rodez, par exemple, ouais. Jeff ? Oui, je t'écoute. Ah non, je disais, je voulais te laisser finir, parce que t'étais sur une idée. D'accord. Oui, ça voulait dire que... Oui, enfin, c'était surtout pour faire une balle perdue à la SNL. Désolé si vous nous écoutez. Mais ça veut dire que si Bordeaux veut s'allier à Rodez ou à Guingamp ou même à Marseille, par exemple, ouais, pour faire et d'autres équipes, bien évidemment, pour faire même à Az Alkmaar, ou je sais plus comment on appelle ça, comment on le prononce, pour faire un mini championnat, un mini coupe ou un truc comme ça, ils peuvent le faire. Quelle cohérence, quelle utilité, je ne sais pas, mais en tout cas, s'ils voulaient... Sur le principe, ils peuvent le faire, quoi. Ouais, sur le principe, oui. Voilà. Bon, après, voilà, enfin... Là, tu vois, t'as sorti vraiment un exemple tiré par les cheveux, mais sur le principe, oui, ils peuvent le faire. Ouais. Oui, j'ai vraiment tiré... Et encore, au départ, je voulais être une équipe du Qatar, mais voilà, c'est juste pour illustrer l'idée, quoi. Parce qu'à ce moment-là, oui, ça peut te donner des bonnes idées. Tu peux faire ça seulement en Europe. Tu peux faire ça en Europe plus Asie, Europe plus MLS. Tu peux faire plein de choses en soi, mais il faut voir la cohérence et la pertinence, surtout la pertinence du projet. Exactement. C'est pour ça que je pense qu'il faut, comment dire, pas arbitrer, mais il faut garder un œil sur ça et vraiment ajuster les lois en vigueur et tout pour que ce soit pas la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Exactement. Je suis d'accord avec ton terme. Le terme que tu as dit, je pense que c'est un terme ultra important. Il faut qu'il y ait un cadre législatif, parce que... C'est ça. Et pas que sur ça. Je parle là, c'est surtout en général par rapport au foot. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, en fait, il n'y a pas de cadre législatif. Si l'UEFA dit un truc, l'UEFA dit un truc. Et tu te plies à ce que l'UEFA dit. Alors que l'UEFA devrait normalement avoir un organe qui régule du moins ce qu'il fait, pour savoir est-ce que oui, ok d'accord, l'UEFA va faire telle ou telle réforme. Ouais, mais est-ce que cette réforme-là semble être pour le football ou semble être discriminatoire au niveau de être une atteinte à la libre concurrence, ou ça malheureusement ça y est pas, ce qui veut dire que l'UEFA elle est omnipotente pour tout. Mais est-ce que c'est pas normalement le job des ministres des sports dans chaque pays d'Europe? Parce que dans ce cas-là, ils pourraient tout simplement se réunir et statuer sur ce genre de choses là où l'UEFA n'en est pas capable, en fait. Enfin, n'en a pas la possibilité.
Alors, l'UEFA, c'est une organisation supranationale. Le ministère des Sports, déjà qu'il n'a pas un... Il a pas de... Enfin, par exemple, je sais pas, je vais sortir le ministère des Sports en France. Il ne me semble pas qu'il ait ne serait-ce qu'un pouvoir de véritable décision, que ce soit à la LFP ou à la FFF. Alors après, attention, s'il se passe quelque chose de très grave, il peut mandater une enquête, etc. Mais par exemple, est-ce que la ministre des Sports peut destituer Noël Le Graët? Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Et donc, ils n'ont pas spécialement un rôle fort, le ministre des Sports, même s'ils peuvent décider de certaines choses, ils n'ont pas spécialement un rôle super puissant dans le fond. Et donc, à statuer sur l'UEFA, qui est une organisation supranationale, ce serait plutôt quelque chose lié aux parlementaires européens, mais il faudrait un organisme, dans ce cas-là, européen, qui serait créé donc pour pouvoir contrôler en fait l'UEFA. Par exemple, la FIFA, il n'y a aucun organisme, entre parenthèses, international qui contrôle l'UEFA. Et d'ailleurs, des histoires avec l'UEFA, la FIFA plutôt, sur ses agissements dans divers pays, malheureusement, il y en a, quoi. Et c'est peut-être lié aussi au fait que la FIFA, au-delà d'être un organisme sportif de base, c'est devenu quelque chose limite de politique. Parce que quand Séferin part dans certains pays, il est accueilli comme si c'était un chef d'État. Et donc c'est éminemment plus que du football. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais oui, c'est ça. Je pense que oui, la législation c'est super important. Et il faut qu'il y ait... Enfin, je pense que ça c'est aussi l'une des conclusions de ce rapport européen. C'est qu'il faut qu'il y ait en fait... Et ça, c'est normalement quelque chose qui aurait dû taper en fait aux yeux de tout le monde. C'est que, ah oui, mais en fait, l'UEFA, elle fait ce qu'elle veut. Ah, mais... Comme par exemple, une chose tout simple, le fair play financier. Sur le principe, tu te dis, mais c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai que les clubs ne doivent dépenser que ce qu'ils ont. Le problème, c'est que les nouveaux entrants, eux, se font avoir. Là où, par exemple, du coup, Jeff, toi, tu vas être directement concerné. Le Milan et l'Inter, c'est à ce moment-là, quasiment, où ils étaient en difficulté financière et qu'après, ils se font racheter. Eux, ils ont subi de plein fouet le fair play financier. Alors qu'ils avaient... Mais Milan est encore sous surveillance, en plus du FPF. Hein. C'est pas impossible. Mais, du coup, là où certains clubs, par leur championnat, par exemple Newcastle qui a, allez, entre parenthèses, fait attention, mais était globalement pas limité au niveau de ses transferts, parce que en PL, tu as des revenus tellement grands par club qu'au final, tu peux faire ce que tu veux, limite, tu n'auras pas de difficulté à amener tel ou tel joueur, inscrire tel ou tel joueur. Si Newcastle était en France, si Newcastle était en Italie, en Espagne, la moitié de peut-être même 3/4 de leur effectif n'aurait même pas la possibilité de pouvoir être inscrit en Ligue des Champions. Parce que ils ne généreraient pas les mêmes revenus, ils n'auraient pas la possibilité, et étant donné qu'eux, ils seraient directement concernés du coup par le FPF, et donc, malheureusement, même s'ils ont un proprio plein aux as, ils auraient directement été... touché par le FPF. Et est-ce que c'est juste de faire ça en sachant que tu as des clubs qui sont déjà puissants, qui ont déjà pu pendant des années faire en sorte d'être hyper blindés, et aujourd'hui il y a le FPF, ouais, mais on génère 1 milliard en rentrée d'argent, on s'en fout du FPF, tu vois. Là, ça c'est le Barça, qui génère 1 milliard de chiffre de revenus, de chiffre d'affaires, pardon, parce que 1 milliard de revenus, c'est autre chose. Mais 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, voilà. Après, ma pensée à moi, c'est que faut analyser tout et analyser froidement les choses. Et non pas tomber dans le sentimentalisme ou rentrer dans un espèce de populisme dans lequel tu dis, oh, mais... Enfin, de dire, ah, mais le football d'avant... Si on s'en tient aux faits, les champions d'Europe sont à 99%, mais dans 99%, je vais parler au 21e siècle.
des clubs pétés de thunes. On va pas me faire dire que le Bayern de Munich est un club qui a les mêmes revenus que le FC Porto, qui a le même budget que le FC Porto. Parce que le FC Porto est, entre parenthèses, le seul... C'est pas un petit club, mais quand tu compares aux mastodontes en termes de revenus, etc., Porto, c'est pas le même niveau. Mais ça reste un très grand club. Attention. Mais à part Porto 2004, les vainqueurs de Ligue des Champions, c'est des clubs qui avaient énormément d'argent. Et qui ont énormément d'argent. Le Milan, quand il gagne la Ligue des Champions, c'est une équipe de monstres. Un propriétaire plein aux as qui remet la main au pot pour avoir une équipe hors du commun. L'Inter, pareil avec Massimo Moratti. Ensuite, tu as Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real de Madrid, FC Barcelone, Bayern de Munich, Liverpool, je ne sais pas si j'ai dit, mais il y a Liverpool aussi. Enfin, c'est toutes des équipes qui ont énormément d'argent. Après, si on parle sur le volet, oui, mais ça empêchera ça empêchera le fait des petites équipes d'avoir des bons parcours. Ça, c'est pour moi, après je peux me tromper, pour moi, parler de ça, c'est se détourner du problème principal. Tu peux avoir 10 équipes qu'on n'attend pas qui font un bon parcours, si la finalité est la même. Si la finalité est la même et que c'est une grosse équipe qui gagne, la finalité c'est une grosse équipe qui gagne. Quel que soit le chemin, s'il y a 10 chemins pour aller à une même destination, mais qu'il y a toujours un chemin qui est pris par le plus grand nombre, ben malheureusement les 9 autres chemins risquent de passer à la trappe et on se basera surtout sur le chemin A. Et c'est le chemin que prennent les grosses équipes, puisque c'est tout en eux qui gagnent. Donc, et en plus on ne peut pas savoir si ça lèvera l'impossibilité aux petits clubs de pouvoir gagner, puisque ça n'est pour l'instant pas arrivé. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est les plus gros clubs qui gagnent. Et ça, c'est un fait. D'autre part, est-ce qu'aujourd'hui les clubs ont véritablement besoin de l'UEFA pour pouvoir exister? Objectivement, non. C'est des clubs ayant des valorisations à des milliards d'euros. Ils sont tout à fait capables de se gérer, enfin de créer eux-mêmes quelque chose dans lequel ils gagneraient tous de l'argent. Ensuite, après oui, on pourra dire que certains clubs sont mal gérés. Ça, encore, c'est autre chose. La gestion des clubs, ça, c'est autre chose. Mais la gestion d'une compétition, en sachant que ce sont eux les principaux acteurs, ben, ils n'ont pas spécialement besoin de l'UEFA pour ça. Et le côté incertitude n'existe quasiment pas, puisqu'au final, on sait globalement qui gagne la Ligue des Champions. Et pour regarder la Ligue des Champions, t'as qu'à regarder quasiment les 7 premiers au ranking UEFA et tu vas te dire, ah, mais ça va être lui ou lui. Et c'est malheureusement vrai pour la Ligue des Champions. Et donc, autant et dire que le football éventuellement meurt avec la Super League, c'est nier qu'avec l'arrêt Bosman, ben, t'as tué un grand nombre d'équipes. Puisque avant l'arrêt Bosman, la concentration de talent était plus grande et plus diluée dans les clubs. Donc des clubs, entre parenthèses, qu'aujourd'hui on ne calcule plus, ben, ils pouvaient se permettre de garder 3-4 stars nationales ou avoir 3-4 grands joueurs dans leur effectif. Par exemple, l'Italie des années 90, ben, tu avais 7-8 équipes qui avaient 4-5 joueurs de classe mondiale. Et ça pouvait passer. Aujourd'hui, la concentration fait que ben, tu vas avoir uniquement sur 3-4 équipes dans le monde, du moins. Aujourd'hui, il n'y a que 3-4 équipes où tu te dis qu'ils peuvent gagner la Ligue des Champions et 2 qui ont un effectif pléthorique aussi, puisque voilà, des effectifs où il y a quasiment 20 titulaires dans la majorité des équipes dans le monde.
Est-ce que ça va changer avec la Super League? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera un... Est-ce que la nouvelle monture de la Ligue des Champions semble être une compétition plus saine? Quand tu sais que les 5 grands championnats représentent 50% des équipes qui seront mobilisées dans la nouvelle Ligue des Champions, il risque plutôt d'avoir un statu quo. Donc, en termes d'équité, c'est pas spécialement ça. Est-ce que la première ligue n'est elle-même pas déjà une ligue fermée quand tu es un championnat qui capte 2 à 3 fois plus de droits TV que les autres championnats et qui a une puissance financière sans précédent? Compliqué déjà également de parler d'équité. Bon, après, eux ont bien travaillé, d'où le fait qu'il y ait énormément de droits TV. Mais en soi, la PL, c'est déjà déjà une ligue privée en elle-même, qui se suffit à elle-même, qui n'a pas spécialement besoin de l'argent des compétitions européennes pour vivre. Là où certains autres championnats, c'est vital, notamment la Serie A, notamment la Ligue 1. Donc, est-ce déjà que la Ligue des Champions telle qu'on la connaît n'est absolument pas une compétition qui est malheureusement juste, dans le sens où les gros clubs sont privilégiés déjà, on le sait tous. Est-ce que la Super League fera pire que privilégiera encore plus les gros clubs? À voir, puisqu'il faut qu'elle existe pour pouvoir savoir. Mais en tout cas, Vas-y, finis ta phrase. Et en tout cas, affirmer que l'UEFA... C'est ça aussi le truc. C'est qu'affirmer que l'UEFA est le bien et la Super League est le mal, c'est aussi faire une dualité là où il n'y en a pas. C'est plus compliqué que ça. C'est surtout une histoire de gros sous et de qui en a le plus dans la culotte, quoi. Globalement, c'est une histoire de pouvoir et d'argent. Parce que c'est ça. La Super League fait que les clubs vont capter plus d'argent. Mécaniquement, vu que l'UEFA gère les compétitions, elle prend une partie. Et c'est elle qui décide du choix de la redistribution aussi. C'est ça aussi. Et pouvoir, parce que l'UEFA a un pouvoir et la FIFA ont un pouvoir omnipotent, ils font ce qu'ils veulent depuis le début. Et il ne faut pas oublier que, oui, d'accord, l'UEFA et la FIFA sont des organes très importants, mais l'UEFA existe depuis les années 50. Doit-on rappeler la date d'existence des clubs historiques? De l'Inter, du Milan, du Real de Madrid, du FC Barcelone, de Liverpool, de Chelsea, Manchester City, et j'en passe. Ils sont tous nés avant l'UEFA. Ils ont tous eu une histoire avant l'UEFA. Donc, oui, l'UEFA a une importance dans le football, ça on ne va pas le nier. Mais ces clubs-là ont existé avant l'UEFA et existeront sans doute encore si l'UEFA disparaît. Faut pas l'oublier aussi. Pour répondre à une de tes questions que tu avais posées il y a une ou deux minutes, yes. Tu demandais si c'est toujours les gros clubs qui seraient privilégiés. Eh ben du coup, je pense pas. Parce que vu que il y aura pas d'invités permanents, que ce sera toujours de ce que j'ai compris, chaque année ce sera des autres équipes. C'est ça. Il pourrait y avoir on peut penser qu'il y aura des petites équipes qui seront invitées. Et donc ces petites équipes-là, rien que par leur participation, vont gagner du fric. Si elles parviennent à créer la surprise, gagner 2-3 matchs, elles vont gagner plus de fric. Donc si elles viennent à revenir dans les années qui suivent, etc., elles vont avoir la possibilité de se renforcer. Et donc forcément, même si ça ne deviendra pas des mastodons comme le PSG ou City, mastodons financiers, je veux dire, même s'ils ne deviennent pas des mastodons, pourront, entre guillemets évidemment, rivaliser avec des plus grosses instances, de par l'achat de joueurs, parce qu'ils auront la possibilité de mieux les payer, puis aussi peut-être les installations du club, etc. Et voilà, je trouve que même si c'est pas des grosses équipes, elles pourront évoluer et grandir grâce à... Ça peut être l'un des bienfaits.
Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Oui, il y a un système de promotion, relégation, et aussi un passage via le championnat. C'est-à-dire que, en gros, les équipes faisant un bon championnat, ben, elles pourront également accéder à la Super League. C'est pas seulement, Super League, les meilleures équipes, fin de l'histoire. Non, c'est pas spécialement comme ça. Mais c'est ça, il suffit de peut-être d'une qualification pour que telle équipe puisse avoir une rentrée d'argent qui est probante pour eux, et se dire grâce à cet argent-là, on va pouvoir réinvestir et se renforcer au fur et à mesure. Et voilà, ça peut être un effet boule de neige pour certaines de ces équipes, si elles parviennent bien sûr à être sélectionnées. En effet. Mais après, voilà, c'est là, on est qu'au balbutiement. Laisser le temps au temps pour faire les choses. La première monture de la Coupe d'Europe, elle n'était pas parfaite au final. Hein. C'est qu'avec le temps qu'elle s'est développée, donc on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Mais le tout, c'est de ne pas tomber dans un dualisme qui serait trop tentant et trop facile de dire que ouais, un camp est le camp du bien, l'autre est le camp du mal. Parce que, mine de rien, si le foot est dans l'état auquel il est, enfin, on est arrivé au foot business à un moment où tout est dérégulé, il y a de plus en plus de matchs, compétition à rallonge, que ce soit avec la Coupe du Monde des clubs en 2025, là, la nouvelle monture de la Ligue des Champions, enfin... Ouais, mais le monde du football aime bien les dualités. Ils aiment bien ça, ils aiment bien les trucs, c'est l'un ou l'autre. C'est comme l'exemple le plus marquant, en tout cas ces dernières années, Cristiano ou Messi. Tu vois, c'est... Ouais. Alors là, j'extrapole un peu parce que c'est plus les médias que le football qui a fait ça, mais il y a toujours une dualité dans le monde, enfin il y a régulièrement plutôt une dualité dans le monde du football, quoi. Alors qu'au final, tu peux très bien apprécier les deux, et après, bon, voilà, les préférences, c'est les préférences, mais bon, tu peux très bien apprécier les deux. Mais... ouais, et en fait c'est surtout pour ce sujet-là, parce que c'est quand même un sujet assez important. C'est si tu t'appliques une dualité, en fait, tu te détournes de l'essence même du débat, parce que tu vas le réduire en l'un c'est le méchant, un c'est le gentil. Un il agit pour le bien du football, un agit pas pour le bien du football. Mais si l'UEFA était une organisation si bonne entre parenthèses que ça, on ne serait pas tombé dans le foot business. Larry Bosman n'aurait pas autant eu une incidence aussi significative sur le foot. Elle n'aurait pas mis au banc des dizaines de clubs au profit d'autres, puisqu'au final les puissants sont devenus encore plus puissants, puisqu'ils pouvaient concentrer plus de talent sans, entre parenthèses, limite. Et les petits clubs qui, eux, avaient la possibilité d'avoir 1 à 2 à 3 stars, ben au final... c'est compliqué. Et avec aujourd'hui le fait qu'il y a des mannes de plus en plus financières, des proprios de plus en plus riches qui rachètent de plus en plus de clubs, etc. Ben, en fait, tu as des clubs qui... Ben, aujourd'hui, littéralement, ben, tu arrives dans des cas où tu es comme avec Strasbourg. Strasbourg qui est un club qui est un club intéressant, qui a une grosse base de supporters, des supporters dévoués. Ben, malheureusement... Si on raisonne à froid aujourd'hui, Strasbourg est voué à être un club vassal de Chelsea, et puis c'est tout. Sur un malentendu, ils peuvent faire un bon parcours en Ligue 1, éventuellement être en Coupe européenne, mais sur le moyen long terme, c'est un club vassal de Chelsea. Chelsea est le grand club, et du moins Strasbourg, c'est un club qui est voué à être un club satellite. Peut-être que c'est un gros mot de le dire, mais c'est la pure et simple vérité. Est-ce que pour un supporter strasbourgeois, c'est intéressant de se dire aujourd'hui, bon ben, ok, j'ai été racheté par un gros groupe, mais aujourd'hui, je sais très bien que rêver je ne pourrais pas, pour la simple et bonne raison que j'ai 1 ou 2 bons joueurs, il ira à Chelsea. Et merci pour avoir fait ton rôle de formateur, mais le vrai club, c'est Chelsea. Toi, tu es juste un centre de formation à plus haut niveau. C'est ça, c'est un centre de formation comme un autre, quoi. Donc, est-ce que... Et ça, c'est des dérives du football business, et dérives que l'UEFA, du coup, a laissé passer. Et je vois pas en quoi
le football, du coup, reste populaire quand tu arrives à de telles extrémités. Tu vois. Où tu mets limite maintenant sur le banc des clubs au profit d'autres. C'est des clubs qui servent des autres. Après, oui, tu peux être un club formateur, etc. Mais quand tu... Parce que là, c'est limite de l'absorption, puisque du coup, c'est comme une succursale. C'est comme une succursale. T'as Microsoft en haut, et en bas, t'as les petits éditeurs, t'as les petits organismes capables de faire tel ou tel composant. Et derrière, t'as la super machine qui fait tout. Et ensuite, c'est elle qui récolte en gros tous les lauriers. Ouais, mais la faute au PDG aussi. C'est les PDG qui veulent ça. Oui. S'ils voudraient être plus compétitifs et faire double bénéfice avec les deux clubs, ils le pourraient s'ils investissaient un peu plus sur le club satellite, justement. Oui, mais forcément, quand tu as des clubs, tu as divers clubs, il y en a un, tu peux pas avoir la priorité sur tout. On sait très bien que c'est pas possible. Que forcément, il y en a un qui va capter toute l'attention au détriment des autres. Parce que un proprio, il va pas acheter Lyon en France, l'Inter en Italie, Manchester United en Angleterre, Borussia Dortmund en Allemagne. C'est pas spécialement viable et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui passe. Parce que il y a entre parenthèses, une trop grosse... Là, on tomberait, je pense, dans l'extrême, dans la multipropriété. Et en plus, là, clairement, ça ne passerait pas au niveau européen. Parce que, bon, voilà, aussi. Mais, en tout cas, ouais, c'est... Les dérives du football business imputables à l'UEFA, faut aussi, malheureusement, en parler. Et que ça a une incidence. Ça a une incidence sur... Tout ceci a fait en sorte que du moins la Super League puisse germer et être pensée. Si l'UEFA était un organisme qui faisait en sorte d'avoir une certaine équité, peut-être que la Super League n'aurait jamais pu germer en termes d'idées aussi. Peut-être, on ne sait pas. Mais toujours est-il que c'est une affaire à suivre et que si on a plus d'éléments, on n'hésitera pas à essayer d'en informer. Et puis, n'hésitez pas à nous dire également votre avis concernant la Super League, puisqu'elle divise énormément. Et loin de là la volonté d'être pour ou anti, on préfère être dans une analyse globale. C'est-à-dire de prendre tous les faits, de les décortiquer un à un et dire « Ah, l'un propose ça, l'autre propose ça ». Est-ce que la proposition de A est meilleure que la proposition de B? Tout simplement. Voilà. Donc je pense qu'hormis s'il y a éventuellement d'autres informations, pour ce soir, je pense qu'on a fait le tour sur l'actualité de ces derniers jours, de cette semaine pour l'instant du moins. Et que donc on se retrouve pour le 31e épisode dans quelques jours. Ça ne sera pas lundi puisque lundi est férié, hein, et que tout le monde a le droit de passer un bon réveillon dans de bonnes conditions. Donc joyeuse fête à tous. Passez une excellente fin de semaine. Un bon début de vacances puisque demain sonnent les vacances de Noël, pour le coup. Et nous nous retrouvons dans quelques jours pour le 31e épisode de notre podcast. Bonne fin de journée à vous. Et bonne soirée. Et bonne fête. Et on se retrouve l'année prochaine. Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook, La Table Ronde, sur Twitter, La Table Ronde 777, sur Instagram, La Table Ronde 2x-8.